tous. On se retrouve ce soir pour parler de la commission enseignement du mouvement politique citoyen et effectivement le retour des travaux de cette commission. On va bien sûr parler du constat, mais tout le monde est à peu près d'accord sur le constat accablant de l'éducation nationale en France et du problème que ça pose pour l'avenir de notre pays, parce que notre force, c'est de pouvoir fabriquer de la matière grise, et actuellement, c'est un petit peu en retrait. Et puis, nous parlerons évidemment des solutions que le mouvement politique citoyen se propose de mettre s'il accédait effectivement à des postes de direction. Donc, nous allons commencer par un rapide présentation de chacun, et effectivement, que chacun commente le constat. Donc, je propose que Véronique commence. Bien, bonjour à tous. Donc moi je suis professeure de français depuis plus de 20 ans maintenant et auteur également de plusieurs ouvrages. Donc mon dernier livre s'intitule Un monde sans prof, dans lequel donc je dresse justement un constat assez accablant et donc je vous invite à le découvrir, puisque là je pourrais pas donc évoquer toutes les thématiques que j'aborde dans ce livre. Donc commençons par le constat. Alors je voudrais pas vous saper le moral, mais c'est vrai qu'on s'est réunis à plusieurs reprises donc tous ensemble pour voir où en était l'éducation nationale et l'école en général, et on est tous d'accord pour dire que elle va très mal. Elle va très mal parce que, enfin, à tous les niveaux. Moi, je suis professeure en collège et je me rends compte que j'ai beaucoup d'élèves qui ne maîtrisent pas les fondamentaux de la langue française et qui, au lieu d'apprendre et de progresser, régressent, puisque s'ajoute, si vous voulez, au problème des lacunes, la question de l'adolescence. Et quand vous avez des adolescents qui ont 14, 15 ans et qui accumulent les mauvaises notes depuis des années, eh bien, ils n'ont plus tellement envie d'apprendre. Et donc, leur seule manière d'exister, parfois, ça va être d'être le petit meneur de la classe et de perturber les cours. Alors, le constat, on remarque de plus en plus que les classes, je parle de l'école du secondaire, donc sont surchargées. Si vous avez une classe de 30 élèves, vous avez souvent un quart d'élèves qui n'ont pas du tout le niveau, avec des élèves aussi qui doivent avoir des adaptations particulières, c'est-à-dire des élèves pour lesquels on doit aménager les devoirs. C'est ce qu'on appelle les différents 10, donc dyslexiques, dyspraxiques, et donc le professeur doit s'adapter à tous les besoins, mais sans moyens supplémentaires. Donc, ce qui fait encore une fois que les élèves qui ont un niveau moyen, eh bien, perdent du temps aussi dans leurs apprentissages. Le constat, ce qu'on a pu voir aussi, c'est un souci au niveau de la discipline, dans les deux sens du terme, la discipline, puisque le professeur est souvent pris à partie par des élèves, voire par des parents d'élèves qui remettent en question son enseignement, qui remettent en question les notes. Quand les élèves n'ont pas des résultats suffisants, bien c'est souvent la faute du professeur. Des professeurs qui peuvent se faire agresser ou au sein de leur établissement scolaire, voire même des élèves. Donc, j'aurais quand même à avoir un mot pour ce qui s'est passé à Nantes. C'est une tragédie qui s'est passée avec une élève qui a été massacrée dans son cours. Donc ça, c'est terrible. Quand on entend ça, on a des frissons. On compatit bien sûr pour la famille, pour tous ceux qui ont vécu cette tragédie, et en espérant que ça ne se reproduise jamais. On n'y pense pas, nous, quand on va travailler en tant qu'enseignant, mais c'est vrai que les faits divers de ces dernières années sont là pour nous rappeler que l'école n'est plus un sanctuaire. Donc, la question de la discipline se pose, la question des fondamentaux. Donc, on voit bien que à l'école élémentaire, à l'école primaire et élémentaire, les élèves ne sortent pas tous, loin s'en faut, avec les acquis, les prérequis pour entrer sereinement au collège, puis ensuite au lycée. Donc, problème au niveau des savoirs, des apprentissages, problème au niveau de la discipline. Et puis ensuite, le problème pour la suite aussi, pour l'orientation, le aquabonisme d'un certain nombre d'élèves qui se demandent qu'est-ce qu'on va faire plus tard.
puisque est-ce qu'on a vraiment le bagage nécessaire pour suivre une formation ensuite adaptée à nos besoins et à nos envies. Je ne vais pas trop développer les constats parce que le plus important, c'est aussi de trouver des solutions et pas de démoraliser nos auditeurs. On a bien compris le message, effectivement, sur la nécessité, effectivement, de remettre un petit peu de discipline. Peut-être que Aude pourrait venir sur la qualité des programmes de ce qu'on propose à nos enfants. Oui, bonjour à tous. D'abord, je me présente, donc Aude Denisot, je suis professeure à l'Université du Mans. Et effectivement, il n'y a pas de miracle avec le baccalauréat. Hein. Nous, les étudiants, on les récupère après le lycée, donc ils sont mauvais dans l'ensemble et avec un niveau qui ne cesse de décliner. En effet, hein, ce faible niveau, il est dû notamment à des programmes qui, même s'ils se sont peut-être très légèrement améliorés ces dernières années, sont encore très mal conçus et très mal enseignés aussi. Il y a les programmes, mais il y a les méthodes. Hein, on reste encore dans une éducation nationale qui est convaincue que l'enfant doit construire ses propres savoirs, qu'on ne doit pas enseigner aux enfants, mais que les enfants vont découvrir tout seuls comment on calcule, comment on écrit, comment on parle également. Et donc, il faut repenser tout cela depuis la petite section, c'est-à-dire depuis le moment où on apprend à tenir un stylo. Moi, je suis confrontée au problème suivant. Les étudiants ne savent pas tenir leur stylo et donc ils souffrent lorsqu'ils écrivent. Ça implique plutôt, pardonnez-moi, une prise de notes qui n'est pas correcte et donc un cours qui n'est pas forcément bien appris. Donc voilà, il faut vraiment commencer dès la petite section pour que à l'université les choses puissent se passer à peu près normalement. Merci. Effectivement, si l'école n'apprend pas les bases, notamment en termes de français et de mathématiques, c'est difficile d'envisager des études supérieures par la suite. Oui, Philippe, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, alors c'est vrai que la première chose, c'est qu'à l'école primaire, on n'apprend plus vraiment à lire, écrire, compter de façon correcte, d'où les problèmes derrière au collège, au lycée, et ensuite après. Et pourquoi il y a aussi une raison, c'est que j'ai regardé sur le site internet de Loïs Bonneau, qui est connu, qui est un enseignant qui a fait pas mal de travail. Il montre que le nombre d'heures de français aujourd'hui est presque 2 fois moins important qu'en 1920. Donc les gamins ne peuvent pas lire, écrire de la même manière qu'en 1920, évidemment. Donc tout le problème, et ça les enseignants nous l'ont dit, il y a beaucoup d'activités diverses qui sont enseignées aux enfants. Je crois qu'il y a même une activité découverte du monde. Et donc, ça ne fait pas assez de temps pour apprendre les fondamentaux, lire, écrire, compter. C'est vrai qu'on a des programmes avec une idéologie pédagogiste qui n'est pas bonne. Moi-même, en tant que père, j'ai aidé ma fille parfois en physique où elle était un peu insuffisante. Et alors que j'ai fait maths sup, maths spé, que j'étais excellent en physique, j'avais du mal à lui expliquer ce qu'on lui demandait de trouver. C'est trop compliqué. On lui demandait la formule de Newton, somme des vecteurs force égale m fois le vecteur accélération. Sauf que ça, on l'étudiait en maths sup, eux, ils l'étudiaient en terminale, et sans voir la formule, il fallait qu'ils impliquent la formule. C'était un truc de fou. Donc c'est vrai que, et je veux bien le dire, c'est que les enfants, il y en a beaucoup qui sont stressés, qui travaillent beaucoup. Hein, et en fait, c'est pas tous comme ça, mais il y en a une partie qui travaille beaucoup et qui n'obtient pas des résultats à la hauteur du travail qu'ils font parce que les méthodes ne sont pas bonnes. Donc, il ne faut pas jeter non plus l'opprobre sur les enfants, c'est aussi un problème de méthode. C'est clair que tant qu'on n'aura pas d'autorité de discipline, c'est difficile aussi d'apprendre. Et quand vous avez des enfants à l'école, ils vous disent dans certaines classes qu'il n'y a pas assez de discipline et que c'est compliqué pour eux d'apprendre. Ils le disent même aux parents, en fait. Ce qui n'était pas du tout le cas de notre génération. Je pense qu'aucun de nous trois, de nous quatre, n'avons dit à nos parents il y a trop d'indiscipline, on n'arrive pas à suivre. Voilà. Puis il y a aussi la dernière chose qui est fondamentale, c'est qu'on a des enseignants quand même qui sont découragés, qui n'ont plus toujours le niveau suffisant, qui ont des problèmes, donc on a des problèmes de recrutement, parce que le métier, les salaires sont très bas aujourd'hui.
qu'ils sont mal considérés, que le métier n'est pas valorisé et qu'il y a des problèmes de recrutement évidents. Parfois, on a vu des gens qui avaient 5 ou 6 au CAPES de maths étaient recrutés comme professeurs. Ça ne peut pas fonctionner comme ça tant que le métier ne sera pas revalorisé. Donc voilà ce que j'avais à dire sur les constats. Oui, J'ai peut-être allez-y, bien sûr. J'ai peut-être une dernière chose à rajouter, parce qu'on en a pas mal parlé entre nous avant l'émission, c'est aussi le constat par rapport à tout ce qui est numérique, le tout numérique et les écrans. On a voulu nous vendre les tablettes comme vraiment le miracle éducatif par excellence pour pallier tous les problèmes éducatifs. Or, on a des élèves qui ont de plus en plus de mal aujourd'hui à se concentrer. Je le vois puisque j'ai commencé à enseigner dans des zones dites sensibles il y a une vingtaine d'années, donc vraiment dans des ghettos urbains avec une population assez difficile, mais je n'avais pas ce souci de concentration. Aujourd'hui, je dirais depuis 10 ans, et ça s'est accéléré ces 5 dernières années, les élèves ont beaucoup de mal à se concentrer sur un livre, même un livre court. Il y a de grosses lacunes au niveau du vocabulaire, et puis ils me disent qu'ils n'y arrivent pas. Certaines nouvelles, je les lis intégralement en classe, parce que je me dis, si on ne le fait pas en classe, ça ne sera pas lu à la maison. Et vous avez des élèves aussi, des enfants qui, très tard le soir, sont encore sur leur téléphone à s'envoyer des messages sur les réseaux sociaux notamment, ou les réseaux asociaux. Et ça, j'ai vu des conséquences désastreuses. Ce n'est pas la même chose d'apprendre à lire et à écrire manuellement que de le faire sur écran et de taper à l'ordinateur. Au niveau les neurologues sont tous d'accord. Il y a eu des livres décrits là-dessus, sur ce sujet. Donc là, bien sûr, c'est un facteur supplémentaire qui s'ajoute à ce problème de concentration. Encore une fois, il faut revenir aux vieilles méthodes qui ont fait leurs preuves et qui ont permis à des générations entières d'accéder facilement à des connaissances. Or là, les élèves ont de plus en plus de mal à cause de ça. Tout à fait, merci en tout cas. Et effectivement, les constats sont posés, on le voit dans notre vie de tous les jours. Moi, dans mon domaine, qui est le domaine de la santé, on a du mal à avoir à travailler en commun parce que nous ne sommes même pas d'accord sur les termes, vu qu'effectivement, les termes utilisés ne sont pas accaparés par tout le monde de la même façon. Donc, ça rend les choses très compliquées si le vocabulaire n'est pas une donnée commune. Donc, nous avons un objectif, c'est effectivement retrouver un bon niveau scolaire. Et pour cet objectif, évidemment, il faut que le maître, le professeur, l'éducateur soient respectés. Donc la première chose que le mouvement politique citoyen envisage, c'est évidemment remettre de l'autorité dans l'école et que le professeur, le maître, soit respecté. Pour cela, donc plusieurs éléments ont été pris lors de vos travaux. Qui veut en parler, reprendre la main sur ce sujet ? Je crois que nous avons d'abord suggéré que les professeurs soient mieux payés parce qu'on ne peut pas bien respecter un métier qui est mal payé par rapport à ce qu'il fait, notamment. Voilà. Donc ça, c'était un premier point pour restaurer l'autorité du maître. Nous avons aussi suggéré le retour à la classe traditionnelle, c'est-à-dire la suppression des classes en îlot, en U, en je ne sais quoi. Voilà, il faut que le maître soit sur une estrade, en position de supériorité par rapport à ses élèves. Pourquoi ? Parce qu'il doit transmettre des connaissances. Donc ça, c'est important aussi de remettre les estrades. Ça permet aussi, accessoirement, aux élèves qui sont au fond de la classe de mieux voir l'enseignant. Véronique, je vais interrompre, mais pour ceux qui nous écoutent, et j'en fais partie, donc actuellement, le professeur n'est plus sur une estrade. Alors, de moins en moins, il y a peut-être encore quelques vieux lycées où on a maintenu les estrades. Donc, il doit y avoir certainement des vieilles estrades qui traînent ici et là. Il y a des écoles dans lesquelles il y a encore des estrades, mais en tout cas, ce n'est pas une méthode qui est prônée par l'éducation nationale, puisque de toute façon, pour l'éducation nationale, le maître ne doit pas être
devant le tableau en train d'apprendre quelque chose, il doit être à tournicoter autour des groupes d'élèves qui sont en train de faire des projets. Donc, évidemment, dans ces conditions, l'estrade n'a plus lieu d'être puisqu'elle va gêner l'enseignant dans ses petits déplacements, là, dans son bourdonnement autour des groupes qui sont constitués en îlots. Effectivement, Oui. ça laisse songeur. Hein. Oui, sur les îlots, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme un petit peu peut-être trop technique, c'est vrai que c'est l'idée des îlots. Les professeurs qui pratiquent les îlots alors, le font de manière différente, mais dans l'absolu, on pourrait imaginer donc les élèves. Je prends l'idée d'un cours d'histoire où chaque îlot, chaque groupe d'élèves travaillerait sur une thématique, et puis ensuite ils mettraient tout en commun à la fin de l'heure. Mais à aucun moment l'enseignant n'apporterait son propre savoir. De la même manière, on pourrait envisager que les élèves apprennent à faire un plan, mais il n'y aurait aucun contenu à mettre à l'intérieur du devoir. Donc il serait que dans leur devoir, ils doivent faire une introduction, une première partie, une deuxième partie, une sous-partie, mais à aucun moment le contenu ne parvient aux oreilles des élèves. Donc c'est dramatique. Les élèves ont besoin de nourriture spirituelle, et puis il ne faut pas croire que même que les élèves en difficulté aiment les explications ras les pâquerettes sur des textes. Je pense qu'il faut justement élever le niveau de réflexion, leur apporter beaucoup de culture s'ils en manquent terriblement. Donc oui, moi je suis d'accord aussi de dire qu'il doit y avoir une verticalité au niveau de la transmission des connaissances. Et pour revenir sur le respect du professeur et la qualité de la classe par le respect de l'autorité, moi je suis d'une génération, effectivement, on ne rigolait pas avec les professeurs, hein, j'ai même connu les coups de règle sur le doigt, je ne dis pas qu'il faut revenir à ça, mais comment envisagez-vous effectivement de remettre de la discipline par rapport à des élèves qui ont le droit d'être jeunes, de vouloir plaisanter, de vouloir s'amuser en classe, et pourtant il faut bien un moment que le maître s'impose. Comment envisagez-vous les choses ? Alors déjà, il faut pas mettre au même niveau la parole de l'élève et la parole du professeur. Parce que ça a été le cas trop souvent aujourd'hui, quand un élève rentre chez lui et va dire à ses parents, voilà, le professeur m'a injustement puni. Il arrive parfois aujourd'hui que des parents soient très en colère et appellent l'établissement pour dire c'est terrible, mon fils ou ma fille a été injustement puni, avant même en fait d'essayer de joindre l'enseignant pour voir ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, il y a souvent systématiquement une remise en question en fait de la punition et de la sanction quand elle est donnée par les chefs d'établissement. De la même manière, on a pendant très très longtemps demandé aux enseignants de ne jamais exclure d'élèves de leur cours, sauf cas de force majeure, sauf cas exceptionnel. Et les professeurs étaient parfois remis lourdes, pas sanctionnés, mais étaient jetés en pâture presque à leurs collègues en disant lui est incapable de tenir sa classe puisqu'il passe son temps à exclure, voire était réprimandé par sa hiérarchie quand il excluait des élèves. Et les professeurs donc se renfermaient sur eux-mêmes, n'osaient pas dire que ça n'allait pas et rasaient les murs en faisant croire que tout allait bien. Mais non, tout allait pas bien parce que le chahut s'entendait dans les couloirs de leurs cours. Est-ce qu'on revient aux heures de colle ? Les heures de colle existent et les sanctions disciplinaires existent, mais je pense qu'il faut il faut tout simplement tolérer, ne pas tolérer d'incivilité, et puis dès qu'il y a un souci, que l'enseignant puisse exclure l'élève et puis très vite ensuite qu'il soit pris en charge. Enfin, aujourd'hui c'est compliqué. Ce qui est fondamental quand même, c'est que les heures de colle soient faites, quoi. C'est-à-dire qu'il y ait des heures de colle qui soient données quand que les élèves débordent l'enseignant, même quand il essaye de mettre de la discipline, et surtout qu'elles soient faites et qu'elles ne soient pas faites sur les devoirs. Parce que mes enfants, je dois l'avouer, ont eu quelques heures de colle dans un lycée privé pourtant, et dans le lycée privé, les heures de colle, c'était, oui, ils pouvaient faire leurs devoirs de mathématiques. C'est pas très coûteux quand vous pouvez, au lieu de perdre 1 heure de temps à copier quelque chose, et là vous êtes juste à faire des devoirs de mathématiques que vous auriez pris le temps de faire chez vous. Donc je pense qu'il y a un problème. Et puis il y a le problème des conseils de discipline, puisque
vous m'avez expliqué que les conseils de discipline ne sont parfois pas tenus et que les exclusions ne sont pas faites, alors qu'il y a des actes graves qui ont été posés et qui méritaient un conseil de discipline. Oui, et puis des fois, il y a des conseils de discipline avec sursis, mais et puis c'est un petit peu le principe des vases communicants, si vous voulez. Quand un élève est exclu d'un établissement scolaire, il va être accueilli ailleurs, et puis souvent ça recommence. Donc là, c'est l'échec. Enfin, je considère que quand il y a un conseil de discipline, malheureusement, c'est qu'on a échoué quelque part. Mais en effet, un enseignant doit être respecté. Donc, ça signifie qu'il n'y ait aucun téléphone portable, parce qu'il y a aujourd'hui des agressions qui sont filmées d'enseignants et d'élèves. Donc, ça ajoute de la violence à la violence. Les téléphones portables sont interdits d'utilisation. Les élèves peuvent les apporter, mais ils doivent rester rangés dans les sacs, en tout cas au collège. Après, Oui. certains essayent de le sortir. Et même plus loin, dans les mesures qu'on préconise, c'est que les téléphones portables restent dans les cartables, complètement dans les cartables, et qu'ils n'ont pas à être sortis ni en classe, ni dans l'établissement. Plus de téléphones portables, en tout cas, ils sont rangés dans les cartables, et des sanctions, sinon, qui sont appliquées. Parce que de toute manière, à la cour de récréation, quand on a 12 ans, on a plus affaire à discuter avec ses amis qu'à aller regarder son téléphone portable ou à faire quelque chose. Puis bon, peut-être qu'ils peuvent avoir besoin d'appeler leurs parents, mais je rappelle que nous n'avions pas de téléphone portable, on n'avait pas besoin, en fait, spécialement d'appeler leurs parents à l'école. On peut toujours trouver des échappatoires dans ce cas-là. S'ils ont absolument besoin d'appeler leurs parents, ils peuvent aller voir la conseillère d'éducation et téléphoner avec elle. Mais il faut être extrêmement strict sur ces règles-là. Mais surtout, ce qui manque, c'est la verticalité à tous les niveaux et la demande de discipline à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il faut que le ministre de l'enseignement fasse de l'autorité et de la discipline de leur rétablissement une mission fondamentale pour les directeurs d'établissement, qu'il interdise le pas de vague, que le pas de vague soit sanctionné, c'est-à-dire que les directeurs qui cachent des faits graves de discipline soient sanctionnés et que ceux qui les sortent soient gratifiés. C'est malheureusement inverse aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe aujourd'hui. Il doit soutenir donc les directeurs à fond, les enseignants à fond, et ça doit être dit par le ministère de l'enseignement pour que tout soit exactement clair. Et la discipline, et c'est une autorité, mais c'est une autorité juste, bien sûr. Il n'y a rien de bienveillant à laisser faire du chahut, à empêcher d'enseigner, et avec toutes les dérives qu'on peut avoir derrière. Il y a une autre chose dont nous avions parlé, c'était que de retour, le bannissement du copinage entre professeurs et élèves, puisque certains font du copinage et de la démagogie, et donc le retour du vouvoiement obligatoire entre élèves et professeurs. Ça, c'est une chose importante. Une tenue vestimentaire et un langage correct qui est exigé pour le professeur, un sérieux et une maîtrise de la matière. Là, ça donne déjà des bases fortes pour la discipline. Et la dernière chose, c'est qu'il faut absolument recruter des surveillants. On a fait des économies de bout-de-chandelle à l'école, comme dans la santé, à l'hôpital et partout, dans la police. Il faut des surveillants. Donc là-dessus, on a dit qu'il fallait engager 50% de surveillants au minimum en plus, ce qui coûterait 500 millions d'euros environ. Mais il faut mettre de l'argent dans les surveillants pour avoir des surveillants et dans d'autres choses pour le salaire des enseignants, on parlera, et les infirmières scolaires. Sans ça, on ne rétablira pas la discipline, mais surtout une autorité du ministre qui le dit et qui assume, qui fait face aux parents par rapport à ces problématiques. Oui, et j'allais ajouter quelque chose qui me semble important, c'est que, attention, cette discipline, cette autorité, elle doit être fondée sur le savoir de l'enseignant et sur ses compétences. Si nous continuons à avoir des enseignants qui sont complètement nuls, qui n'apprennent rien, ils ne pourront jamais avoir aucune autorité. Et de ce fait, c'est quand même ce qu'on constate en général, c'est qu'un enseignant qui apprend, un enseignant qui transmet des savoirs à ses élèves, qui est intéressant, il est intéressé et naturellement, il va avoir une autorité qui va se dégager d'elle-même. En revanche, mettre des heures de colle, des surveillants, exclure des élèves, si l'école ne fait pas son travail, ça n'ira pas.
ça n'ira pas, c'est de l'autoritarisme et ça ne sert à rien. Donc il faut aussi que cette autorité, elle soit fondée sur une école qui remplit son rôle. On ne peut pas demander aux élèves de remplir leur rôle d'élève si l'école elle-même, elle ne fait pas son travail et qu'elle n'apprend même pas aux élèves à tenir leur stylo, à lire et à écrire. Au fond, pardonnez-moi, je vais peut-être un peu choquer, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'élèves qui ont raison de se révolter, de rien faire, de faire le bazar, parce que quand on voit le peu qu'on leur apprend, eh bien, ce n'est qu'un juste retour des choses. Ouais. Non, mais comme l'un sans l'autre, c'est la discipline et l'autorité juste d'un autre côté, Oui. et Voilà. en faveur de l'apprentissage, très clairement. Et il Oui. faut mobiliser toute l'éducation Tout à fait. nationale, verticalement, ministre, directeur d'établissement, parce que moi, je vous donne juste une anecdote. Il y avait un ami qui était en politique avec moi, et sa sœur était une passionnée d'enseignement. Je crois qu'elle apprenait l'allemand. Elle a arrêté au bout de 10 ans parce qu'elle n'était jamais soutenue pour faire la discipline. Elle était dans des collèges ou lycées extrêmement difficiles de banlieue parisienne, et elle n'était pas soutenue. C'est-à-dire que quand elle faisait de la discipline, le directeur d'établissement lui disait que c'était pas bien. Donc c'est complètement scandaleux. Et de voir des gens passionnés par leur métier, qui ont une vocation, qui arrêtent à cause de ça, on voit les dégâts catastrophiques de ces gens-là. Donc ces directeurs d'établissement devront être sanctionnés. Il faut inverser la logique. Aujourd'hui, c'est celui qui ne fait pas de vagues et qui laisse tout passer, qui est en fait gratifié par l'éducation nationale en général. Et c'est cette inversion-là qui pose un problème majeur. Tout à fait. Pour continuer sur le thème, on est sur l'autorité, et effectivement, un enseignant qui enseigne dans de bonne qualité parce qu'effectivement, on respecte son travail. Je pense qu'on peut directement parler de la rémunération et comment on recrute les bons profils, comment aujourd'hui, effectivement, l'éducation nationale arrive à recruter des personnels compétents. Et ça passe forcément par une revalorisation salariale. Et la revalorisation salariale, vu le nombre de gens qu'il y a à l'éducation nationale, suppose aussi de faire des économies d'un autre côté. D'après ce que je sais, il y a un tiers des personnels de l'éducation nationale qui ne sont pas devant des élèves. Donc on a là une source d'économie assez évidente. Et ça permettrait évidemment de mieux rémunérer les enseignants qu'on mettra face à nos élèves et qui seront effectivement des personnels compétents, motivés. Quels sont Philippe, peut-être les arguments financiers pour que les personnels de l'éducation nationale soient rémunérés à la hauteur de la tâche qu'on leur demande? On en a discuté dans la commission, en fait, et c'est connu. Les enseignants étaient payés environ 2,2 SMIC en 1980. Ils sont à 1,15 SMIC. Donc, en fait, on a quasiment divisé leur niveau de vie par 2 par rapport au reste de la population. Voilà, donc on les a smicardisés et clochardisés comme dans beaucoup de fonctions publiques. Donc déjà, il faut qu'un gouvernement qui dise que cette politique-là de clochardisation est terminée. Il faut augmenter de 250 € par mois au minimum pour avoir des salaires de 1 900 € net pour les jeunes enseignants au lieu de 1 750 €. Donner 100 € de plus pour chaque enseignant, c'est aussi quelque chose de fondamental. Après, on ne peut pas revenir à 2,2 SMIC demain. Il y a des problèmes dans les trous, dans les budgets de l'État. Donc, il faut faire une grosse augmentation tout de suite et ensuite promettre que le gouvernement, au fur et à mesure de la prospérité retrouvée de la France, fera aussi des augmentations de salaire conséquentes pour ramener autour de 2 SMIC, en fait, le salaire des enseignants. Ça me semble complètement fondamental. Et en termes d'économie? Alors, économie, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des économies pour les administratifs, en fait. Il y a des administratifs en excès. Je crois que Aude Denisot en avait parlé, donc je préfère lui laisser parler de ça. Oui, nous avons au ministère des tas de services. Je pense par exemple à l'ADEP qui évalue en permanence tous les enfants et qui chaque année écrit des rapports volumineux qui disent exactement la même chose d'une année sur l'autre et surtout des choses que nous savons tous, que les filles réussissent mieux que les garçons en français, que les garçons réussissent mieux que les filles en maths et que les élèves de zones d'éducation prioritaire réussissent moins bien
que ceux de zones privilégiées. On n'a vraiment pas besoin de tant de personnes pour faire ces enquêtes, concevoir ces évaluations qui sont grotesques par ailleurs. Ces évaluations n'ont aucun sens. On fait faire aux enfants des tests de fluence, c'est-à-dire qu'on leur demande de lire le plus vite possible. Ça crée des dyslexiques. Donc déjà, rien qu'avec ce service de la DEP, il faudrait mettre tout ce monde-là au placard. On a d'autres services à l'éducation nationale sur l'orientation qui ne sert à rien, avec énormément de personnel encore qu'on pourrait par exemple envoyer dans les écoles. Vous avez d'anciens enseignants qui travaillent au ministère et qui pourraient peut-être retourner en classe pour donner un coup de main aux autres. Donc je pense vraiment que dans le ministère, on pourrait faire des coupes gigantesques. On pourrait notamment supprimer tout ce qui est numérique. Aussi, il y a toute une direction ou au moins tout un service qui s'occupe que du numérique. Voilà, nous n'avons pas besoin du numérique. Il y a le service de la communication à l'éducation nationale. Pourquoi l'éducation nationale a-t-elle besoin de communiquer? Sur quoi? Il y a un bulletin officiel. Si ça nous intéresse, on peut le lire. C'est amplement suffisant. Voilà, donc les économies à faire là dans ce ministère sont importantes. Et qui pourrait effectivement permettre de mieux rémunérer les enseignants. La probabilité de recruter un bon professeur de mathématiques aujourd'hui avec les salaires proposés, elle est quasiment nulle. Oui, il faudrait d'autres postes attractifs. J'ai un cousin dans l'éducation nationale, sa fille à Bac+5 n'a pas été vers l'éducation nationale et elle est aujourd'hui mieux payée que son père. Mais tout à fait, c'est ce qui va nous arriver, moi, mais effectivement, mes enfants, mon aîné est déjà bien mieux payé que moi alors qu'il n'a que 25 ans. Et moi, je suis professeur des universités et j'ai 50 ans. Voilà. Et ça y est, il est déjà mieux payé que moi. Et à un moment, si on n'attire pas les bons profils, on ne peut pas espérer que nos enfants aient une bonne éducation avec des professeurs de qualité. Il ne faut pas rêver. Tout à fait, je pense qu'on a vécu dans une grande illusion que tout allait pouvoir continuer comme ça en payant mal les enseignants. On voit bien que c'est complètement faux. Et je crois qu'il y a une petite musique qui est installée, qui dit souvent il n'y a pas que le salaire, mais à force d'écouter cette petite musique, on a mis complètement le salaire de côté. Moi, je pense vraiment qu'avec un salaire comme il était dans les années 80, on réussirait à attirer des personnes qui ont la vocation, parce qu'il y en a, il y a des gens qui ont envie de faire ce métier et qui renoncent parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas se loger. Tout simplement, qu'ils ne pourront pas se loger. Moi, j'habite en banlieue parisienne et je ne sais pas comment font les enseignants pour se loger pas trop loin des collèges et des lycées qu'il y a à côté de chez moi. J'imagine qu'ils viennent de plus loin encore parce que, pourtant, je suis en banlieue, je ne suis pas à Paris, mais avec la crise du logement que nous avons, je vois mal comment un enseignant peut se loger. Donc, c'est quand même malheureux d'avoir fait 5 ans d'études et de ne pas pouvoir se loger. C'est vrai que, pour dire concrètement ce que ça représente, en fait, imaginons un couple d'enseignants qui débute, il a 3 200 euros, 3 300 euros. S'il travaille à Paris, comment fait-il? Parce que le prix, s'il veut 50 mètres carrés, ça va lui coûter 1 500 euros. S'il est en petite couronne, pareil, ça va être un tout petit peu moins cher, peut-être 1 200 euros. Donc, c'est quasiment très, très compliqué. Et encore faut-il qu'il soit mais tout seul. Mais encore, vous parlez du fait qu'il ait le choix, parce qu'avec les mutations, un enseignant ne choisit pas nécessairement l'endroit où il va être muté. Des enseignants se retrouvent donc séparés de leur conjoint pendant des années pour obtenir des points. Ce système des points est totalement ubuesque. Il ne repose pas du tout d'ailleurs sur nos compétences et nos qualités, mais sur l'ancienneté, sur le nombre d'années qu'on va passer dans un établissement parfois dit à risque. On va obtenir des points supplémentaires pour ensuite pouvoir aller ailleurs. Donc c'est dramatique. Aujourd'hui, on a des professeurs qui sont recrutés sur le bon coin.
et Oui. qui quasiment en 2 jours, ils sont prêts, ils doivent être prêts devant une classe. Moi, j'ai dû accueillir des fois des collègues qui n'avaient pas été recrutés sur le Bon Coin, mais des contractuels, parce que les contractuels, c'est bien pratique. On peut les prendre et les jeter, hein, comme des serpillières après usage, hein. Ils sont précaires, et donc c'est des enseignants qui sont pleins de bonne volonté, mais qui sont absolument pas formés et qui se retrouvent devant un public pas toujours facile, parfois en remplacement de courte et moyenne durée, et qui doivent préparer des cours dans l'urgence tout seuls. Et des professeurs parfois qui viennent d'horizons très, très disparates. Donc franchement, moi je les plains. Certains parviennent à s'en sortir à force de courage, d'abnégation, mais c'est pas facile. Moi j'ai même C'est pour ça qu'il faut augmenter le salaire des profs. Voilà. C'est ça. Et puis moi j'avais dit à mes élèves que si je venais en Porsche, peut-être que je leur donnerais envie de devenir enseignant, mais ils en riaient. Mais c'est vrai que la place du professeur aujourd'hui dans la société explique aussi le défaut d'autorité de l'enseignant. Donc, sa prise de parole est remise en question en permanence, ses compétences, ses qualités, donc c'est compliqué. Il faut réinstaurer autorité et respect de la part de l'État vis-à-vis des enseignants, et évidemment des enseignants que les élèves les respectent. Et tout ça, c'est une chaîne qui permet ensuite de faire un travail de qualité. Et on a encore du temps justement pour aborder effectivement la qualité des programmes. Et la première question qui se pose, c'est qui fait les programmes dans notre pays ? Parce qu'on a l'impression que beaucoup d'idéologues interviennent, et est-ce que les gens de terrain ont leur mot à dire ? Eh bien, c'est ça le problème. On en a parlé ensemble. Il faudrait absolument que ceux qui sont chargés de faire les programmes les appliquent, ou en tout cas soient à mi-temps dans des classes. Puisque si les programmes ne fonctionnent pas et qu'on doit les appliquer, on est capable de les changer au fur et à mesure en fonction des besoins des élèves. Or, aujourd'hui, beaucoup de personnel, enfin la plupart des gens qui font les programmes n'ont pas de classe, ne sont pas chargés de classe. Et donc, on se retrouve avec des programmes souvent totalement, beaucoup trop, bizarrement, beaucoup trop chargés. Je prends par exemple à l'école, au collège en français. Je n'ai que 4 heures de français en 3e. Et on me demande d'aborder énormément de sujets au niveau de la littérature, mais également de revoir en fait toute la conjugaison, la grammaire du collège. Or, on doit privilégier. Moi aujourd'hui, je préfère privilégier la langue à la littérature quand je vois les lacunes qu'ont certains de mes élèves. Mais en même temps, je veux aussi leur apporter un maximum de culture. Et je me rends compte que soit on me donne 2 heures de plus par hebdomadaire et je vais pouvoir m'en sortir, ou soit il faut revoir les programmes totalement. Donc, encore une fois, il faut absolument que ce soit des professeurs expérimentés qui fassent les programmes, des professeurs qui ont une vingtaine d'années d'expérience et qui savent de quoi ils parlent. Et qui gardent un contact terrain. Voilà, et qui gardent un contact avec la classe pour régulièrement d'ailleurs se concerter et voir si les décisions qui ont été prises fonctionnent sur le terrain. Oui, je crois que le conseil des programmes aujourd'hui, en fait, il y a des hommes politiques, il y a des universitaires qui n'ont rien à voir avec les collèges et lycées pour lesquels ils vont faire les programmes, des pédagogistes, et en fait, il n'y a quasiment pas d'enseignants, de gens qui sont en contact avec les classes et qui, depuis 20 ans, enseignent le français ou les mathématiques pour faire des programmes de mathématiques. Donc, c'est quelque chose de complètement fou. Voilà pourquoi on a les programmes déconnectés et avec des enseignants de terrain, effectivement expérimentés et un peu renommés. On va aller chercher, bien sûr, des enseignants qui ont de vraies qualités. Maintenant, on aura des programmes qui ne seront pas redondants, c'est-à-dire d'une année sur l'autre, on fait une partie du programme en 6e, puis en 5e, on finit. On a des choses comme ça, des programmes cohérents, et puis pas d'idées pédagogiques, des programmes à l'ancienne qui permettaient aux gamins d'apprendre correctement, tout simplement. Oui, je crois que dans la commission, on était tous unanimes pour dire que les inspecteurs devaient à mi-temps avoir des classes,
que le travail d'inspection qui est corrélé à celui des programmes, puisque les inspecteurs vérifient que le programme est suivi, ces inspecteurs doivent retourner enseigner. On ne peut plus avoir comme ça des gens complètement déconnectés, qui n'ont pas eu d'élèves depuis 20 ans, 30 ans, qui parfois même n'ont pas eu d'élèves de ce niveau-là, c'est-à-dire d'anciens enseignants du lycée qui viennent inspecter des écoles primaires, qui ne savent pas ce que c'est qu'un enfant de 6 ans et qui se permettent de juger le travail des professeurs des écoles. Donc les inspecteurs doivent retourner sur sur les bancs, mais sur l'estrade des classes. La moitié du temps, par exemple, du mi-temps. Oui, voilà. Et on a beaucoup mis l'accent aussi sur l'école élémentaire, alors primaire, maternelle et élémentaire, à savoir, il faut absolument que les élèves écrivent. Donc, on a, Anne Denisot le sait au niveau des photocopies, puisqu'elle a aussi écrit un ouvrage à ce sujet. Il faut abolir les photocopies à l'école élémentaire, primaire, faire écrire les élèves, mettre vraiment le paquet sur le français et les mathématiques. Tant pis s'ils n'ont pas le temps de voir toute l'histoire de France, d'appréhender toutes les questions scientifiques. Si vraiment on met le paquet sur le français et les mathématiques, si les élèves de 6e ont un bagage suffisant dans ces 2 disciplines, ensuite la progression sera extraordinaire. On pourra là, ils auront la maturité nécessaire pour justement avoir accès aux textes, à la complexité de certains textes littéraires, à l'histoire. Comment voulez-vous que des élèves qui ne maîtrisent pas des mots simples puissent comprendre? Je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai donné une interrogation de lecture. J'ai eu 3 questions. J'avais posé comme question où le personnage réside-t-il? Madame, ça veut dire quoi, résider? Quelle est sa profession? Ça veut dire quoi, madame, profession? Partage-t-il la même idée? Ça veut dire quoi, madame, partage-t-il la même idée? En 3e. Donc, vous avez des élèves qui sont handicapés par leur manque de vocabulaire. Et on le retrouve dans la vie professionnelle ensuite, où effectivement faire des consignes d'équipe, moi je le vis à mon niveau, est très compliqué parce qu'effectivement, on ne parle pas la même langue. Donc pour travailler en équipe après, c'est très compliqué. Et là, j'en veux un peu à l'Éducation nationale. Il faut que le ministre de l'Enseignement ose enfin dire que le téléphone portable pour les enfants, pour les jeunes jusqu'à 15 ans, les smartphones, c'est une catastrophe. En fait, les écrans en général, les téléphones portables, c'est très mauvais. Avec Aude, on en a discuté en commission. Nous-mêmes, on s'est battus pour que nos enfants aient le téléphone portable plus tard. Mais bon, quand ils ont 14 ans, moi j'ai craqué quand ils avaient 14 ans, ils étaient en 3e parce que tout le monde en avait. Et vous ne pouvez pas faire en sorte que votre enfant soit un extraterrestre. Ce n'est pas un cadeau pour lui. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, la loi dit que le téléphone portable est interdit, mais qu'il est permis pour des usages pédagogiques. C'est-à-dire qu'on a une loi qui nous dit que le téléphone, c'est un outil pédagogique. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de collègues qui en sont convaincus. Moi, j'ai vu une prof de maths qui faisait travailler ses élèves en îlot. Tous les élèves avaient leur téléphone et l'exercice de maths était sur le téléphone en tout petit. Voilà, et elle trouvait ça génial. Ça s'appelle l'usage pédagogique du téléphone portable. Donc, évidemment, il faut en finir avec tout ça. Et Véronique le disait à l'instant, avec les photocopies, mais aussi avec les fichiers. Observez les fichiers d'anglais, d'espagnol de vos enfants ou à l'école primaire, le fichier de mathématiques, c'est une catastrophe. À la fois parce que ça empêche l'enfant de progresser sur ce qui est la présentation, l'organisation d'une copie sur un fichier. Tout est déjà écrit, tout est déjà pré-rédigé. D'ailleurs, souvent, on n'a pas la place pour écrire les réponses. Et puis, pour l'écriture, c'est une catastrophe. Moi, à l'université, j'ai beaucoup de mal à ce que les étudiants sachent écrire une question, enfin une phrase interrogative directe ou indirecte. Ils ne savent pas le faire. Ce genre de phrase, on en écrit en permanence en mathématiques à condition de recopier l'énoncé. Alors, les professeurs de maths disent « Ah oui, mais c'est trop long de recopier l'énoncé, on ne va pas
perdre du temps à recopier l'énoncé. Non, recopier l'énoncé, ce n'est jamais perdre son temps parce que d'abord, ça apprend à l'enfant à écrire et en plus, ça multiplie les chances que l'enfant lise l'énoncé. Parce que les profs vous disent, ils perdent du temps à copier l'énoncé, mais après, ils vous disent, ils ne lisent pas l'énoncé. Je n'arrive pas à ce qu'ils lisent l'énoncé. Ben, voilà. Oui, ils n'arrivent pas Écrire à lire une l'énoncé, consigne. ben voilà. Mais parce qu'ils ne les lisent pas, Ouais, puisque c'est depuis ça. la grande section, on les incite à ne pas lire les consignes, observer dans les fichiers. Très souvent, il n'est pas nécessaire de lire la consigne pour faire l'exercice. C'est-à-dire que visuellement, l'enfant peut faire l'exercice sans lire la consigne. Donc, depuis tout petit, on essaie de lui montrer qu'en fait, il peut faire un exercice sans avoir lu la consigne. Et puis, quand il arrive en 4e, là, ça commence à devenir compliqué. Et là, on s'étonne, ah, les jeunes ne lisent plus les consignes. Donc, il faut bannir tout cela, fichier, photocopie numérique, et retourner au cahier, au livre, au manuel bien fait et au stylo à encre, si possible. Tout à fait. Oui, et C'est puis je rajouterais autre chose. Oui, excusez-moi. Il faut Je rajouterais aussi par rapport à Pronote, le cahier de texte numérique que beaucoup de parents connaissent et consultent d'ailleurs assez nerveusement, parfois à minuit, pour voir s'il y a une nouvelle note. Et les élèves aussi qui sont stressés à cause de ça. Parce que aujourd'hui, alors il y a certains enseignants, pas beaucoup heureusement, qui au dernier moment vont ajouter des devoirs à faire. Notamment le dimanche pour le lundi, c'est pas la majorité, mais c'est du stress supplémentaire pour les élèves. Et puis moi j'ai beaucoup d'élèves, je note moi le travail à faire au tableau et je demande aux élèves d'avoir un agenda, un cahier de texte pour noter à la main le travail à faire. Je leur dis n'attendez pas tout de Pronote, ça peut tomber en panne. Et puis déconnectez-vous un petit peu justement, soyez un peu autonome aussi, parce que si le professeur oublie de mettre un travail ou de revoir la leçon, vous l'aviez pas noté sur Pronote, donc on n'a pas revu la leçon. Donc il y a une forme aussi d'assistanat qui se développe et de clientélisme. On demande aujourd'hui aux professeurs de mettre même les cours en intégralité sur Pronote, donc de mettre le cahier de texte, de mettre tout ce qui a été fait pendant le cours, de mettre en accès libre le cours. Et donc, certains élèves se disent, puisque le cours va être mis, je n'écris rien en cours, je n'écoute rien, puisqu'on va on va me mâcher le travail. Et en fait. Et vous imaginez ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle qui permettra de faire les devoirs à la maison simplement en cliquant sur un ordinateur. Donc, il faut que l'école se redonne les moyens de faire de l'enseignement et d'assurer effectivement les bases, le français, les maths, ça c'est fondamental. Mais l'éducation nationale, c'est aussi entretenir la solidarité nationale et la notion que nous sommes dans une nation commune avec un récit national commun. Il me semble que vous avez aussi travaillé sur le fait qu'effectivement, l'histoire devait être apprise comme quelque chose dont on pouvait être fier dans notre pays. Oui, tout à fait. Ouais. Et l'idée, c'est d'arrêter la repentance et le dénigrement de la France, parce que ça fait des Français qui ne sont plus fiers d'être Français, qui sont plus fiers de leur pays, qui ont honte même de leur pays. Et faire nation, justement, être une nation, c'est avoir fait de grandes choses ensemble par le passé et le savoir et vouloir en faire dans l'avenir. Donc, on a déconstruit aussi la nation en arrêtant ce récit national. Donc, fondamental de remettre le récit national au cœur de l'enseignement, pas un récit détourné et faussé, mais un récit national où les petits Français peuvent être fiers de la France et d'adhérer à ce pays. Et puis là, je défends la langue française. C'est Napoléon qui disait qu'être français, c'est déjà parler le français correctement avec tous les grands auteurs. Là, on a quand même cette chance-là, avec nos grands écrivains du XVIIIe siècle, XIXe siècle, c'est extraordinaire. Donc, j'essaye d'inculquer cela à mes élèves aussi, cette petite étincelle, en leur montrant que tous les beaux textes qui ont nourri justement, Et arrêter de chercher l'écrivain parfait qui n'a pas une petite part d'ombre. Parce qu'on en élimine tellement pour un petit détail d'histoire que c'est assez insupportable. Qui est parfait dans ce monde? Donc oui, il y a des écrivains qui ont écrit de très belles choses et qui ont fait parfois des choses un petit peu moins belles. Eh bien, ils méritent d'exister.
Oui. Oui, et puis les élèves ont besoin qu'on leur raconte une histoire, donc l'histoire chronologique dans les petites classes et pas thématique, puisque les élèves et les parents d'ailleurs n'y comprennent plus rien. Donc c'est comme ça qu'on raconte l'histoire. Avec les grands personnages. Alors, les élèves ne sont pas idiots. D'ailleurs, le professeur d'histoire est capable de leur montrer où se trouve la légende et où se trouve l'histoire. Mais nos jeunes aujourd'hui ont besoin de rêver, ont besoin d'un avenir, d'un horizon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dans une société où on divise. Les générations, on divise les fonctionnaires et le privé. En fait, on essaye vraiment de diviser les Français. Il n'y a pas vraiment de cohésion et puis d'un espoir, d'un avenir meilleur. Et c'est vrai que quand c'est important aussi quand l'esprit classe, quand les élèves disent il y a une bonne ambiance de classe, je le néglige pas parce que c'est important. Ils ont réussi à faire corps ensemble. Dans un établissement aussi où il y a des diversités culturelles, des diversités de tout type. Quand ils sont capables de faire corps, c'est bon signe. Mais c'est vrai que les politiques donnent pas l'exemple à nos jeunes. À tout niveau. On a aussi, justement, pour aborder aussi cette thématique, cette cohésion, ça vient aussi de la suite. Qu'est-ce qu'on leur propose par la suite Est-ce qu'ils vont être en mesure ensuite de pouvoir obtenir, on va dire, aller dans la voie qui les intéresse? On avait parlé justement le problème de la voie professionnelle et de la voie générale. Moi, là, cette année, je suis professeure en 3e et je m'occupe de l'orientation avec mes élèves. Et il y a des élèves qui veulent absolument continuer en voie professionnelle parce qu'ils ne se voient pas continuer longtemps poursuivre des études en voie générale. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrisie puisqu'on ferme des voies en professionnel, certaines voies. Et donc, il y a des élèves qui, malgré eux, vont se retrouver à errer après au lycée général, voire en fac, sans trop savoir ce qu'ils veulent faire plus tard. Et ça, c'est terrible. On en revient à la notion de vocabulaire. L'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. L'intelligence, c'est pas de réussir des études scolaires dans l'éducation nationale. Un menuisier est intelligent. Il a une intelligence des mains. Exactement. Et donc, faire croire que l'éducation nationale, parce que vous arrivez au bac, vous avez réussi, il y a un moment, il va retravailler là-dessus. Toute une classe d'âge au baccalauréat, est-ce que c'est un vrai objectif pour notre nation? Non, mais là, on a une vraie catastrophe, en fait, Franck. On avait une vraie catastrophe, c'est-à-dire qu'on manque de travail manuel de façon incroyable. Donc maintenant, on est tous obligés de faire des travaux. Bon, c'est pas inintéressant, mais ça serait bien d'avoir de temps en temps des artisans qui sont à des prix décents. Maintenant, faire tondre une pelouse sur 2000 m², ça vous coûte 250 €. Si vous n'êtes pas dans la ville et que vous devez le faire pour vos parents, pour n'importe qui, c'est un problème, quoi. Donc, on a besoin de gens qui sachent faire du travail manuel et il faut aussi que le gouvernement le dise. Il faut que le gouvernement, qui est l'autorité de la France, dise le travail manuel, c'est quelque chose d'extrêmement valable. Les métiers d'artisans, tous ces métiers-là sont des métiers valorisés, c'est des métiers bien payés et c'est des métiers dont on a besoin en France. Il faut le dire et il faut former les gamins qui veulent partir. On parlait à partir de la 4e, on peut partir en voie professionnelle et ensuite faire un CAP en 2 ans pour avoir un métier de maçon, de plombier ou alors un BEP. Voilà. Et comme ça, on forme aussi les enfants au métier dont on a besoin. Oui, et puis un élève justement qui trouve sa voie, rien ne l'empêche de se cultiver. Enfin, c'est pas antinomique le fait de suivre une voie professionnelle et d'aimer les choses de l'esprit. Encore une fois, enfin, on veut toujours ranger les gens dans des cases. C'est totalement stupide. Là, le but, c'est pas que les élèves échouent dans une voie générale et puis encore une fois, notre échelle de valeur de la réussite doit être questionnée. En Suisse, il y a peu de gens qui vont au baccalauréat et il y a plein de gens qui font des travaux manuels qui sont très bien payés et qui sont très heureux. Mais effectivement, on ne dévalorise pas le travail manuel comme on le fait en France. Celui qui fait du travail manuel en France est considéré comme quelqu'un qui n'a pas réussi à l'école. Je pense qu'il y a un gros travail à faire pour améliorer ça, effectivement. Tout à fait. Et dès lors que dès l'école primaire, on fera, comme le suggère Véronique, pas de la littérature, mais qu'on sera en contact dès l'école primaire avec les grands écrivains, eh bien,
Je pense qu'on pourra développer cet amour de la langue française, mais à condition que ça commence tôt. Aujourd'hui, quand on voit le peu de français que font les élèves des écoles primaires, c'est lamentable. On a pourtant beaucoup de ressources, mais il y en a très peu qui apprennent encore des poésies, des textes. Il y en a très peu qui font Alphonse Daudet, les contes du chat perché, etc. C'est de la belle littérature, mais non, on va faire un projet sur le rap. Voilà, ou sur, on va prendre vous apporter en français, hein, vous apportez des choses de votre poubelle propre, là, des déchets de la poubelle propre, et on va faire une fresque du recyclage en classe de français. Voilà, donc évidemment, là, il y a un problème. On part Donc, de loin, là. oui, mais voilà, il faut faire exactement le contraire de ce que nous faisons maintenant, c'est-à-dire être en contact avec les grands auteurs dès les toutes petites classes. Et Oui, valoriser le beau sous tous ses Oui, aspects. Un beau meuble, exact, oui, une belle oui, peinture, un beau oui, texte. voilà. L'intelligence n'est pas que l'éducation nationale, encore une fois. Il Et faut les élèves, ils valoriser sont le beau, sensibles. valoriser le goût de l'effort. Si quelqu'un sort de l'éducation nationale avec le goût de l'effort, il réussira dans quoi qu'il fasse. Vous avez le goût de l'effort, vous réussissez dans quoi que vous fassiez. Il n'y a aucun problème. Le problème, c'est le goût de l'effort. Et ça, on devrait aussi travailler là-dessus pour valoriser ceux qui font des efforts, même si les notes ne sont pas très bonnes. Si l'élève fait des efforts, je n'ai pas d'inquiétude pour son avenir. Philippe, un mot de conclusion, puisqu'on arrive quand même au bout de cette quelques émission. petits points. En fait, on avait aussi dans le programme expliqué qu'il fallait la fin des optionnalités et des options multiples qui déconstruisent en fait le lycée, où on a des élèves qui peuvent être, ça devient ingérable pour l'éducation nationale et revenir à des filières, 3 filières, maths sciences d'un côté, économie d'un autre côté, ce qu'on appelait la filière B, et littérature de l'autre côté, arts plastiques, etc. Donc 3 filières et arrêter les optionnalités partout parce que c'est trop compliqué à gérer et pour les enfants, ce n'est pas une bonne chose. Le bac doit être revalorisé. Après, on n'a pas défini exactement, mais il faut le revaloriser doucement parce que ce qu'ils ont détruit, c'est dur de le reconstruire. Ça mettra plus de temps. Et chose fondamentale aussi, plus de sexualité à l'école primaire, d'enseignement à la sexualité en école primaire. Les enfants n'ont pas en école primaire à savoir, à parler de sexualité, c'est pas leur âge, en fait. C'est une fragmentation psychique de leur faire ça, c'est mauvais pour leur psychique. Et pareil, en 5e, il y aura des cours de biologie de la sexualité, comment on fait des enfants, mais je ne crois pas que ce soit le rôle de l'école d'apprendre la sexualité aux enfants. C'est une découverte intime, c'est eux qui le feront. L'école, c'est l'instruction et certainement pas des enseignements de la sexualité. Donc ça me paraissait aussi important de le dire. Oui, oui, tout à fait. On a quelques questions, en fait. Franck, on a quelques questions que j'ai notées, donc qui ont été posées par les gens sur YouTube. Donc, il y avait une question, c'était quid des redoublements? Qu'est-ce qu'on fait sur les redoublements? Donc, est-ce qu'une des enseignantes peut nous dire? Oui. On a un peu évoqué cette question. Le problème, c'est que quand même, on est tombé d'accord pour dire que souvent, ça ne sert à rien, le redoublement. Donc, il faut être très vigilant. Est-ce qu'on pense que ça va servir à quelque chose pour l'élève ou est-ce qu'il va redoubler et ça ne changera rien? Donc voilà, moi j'ai une réponse très nuancée. Quand j'en parle autour de moi avec des anciens enseignants, surtout à l'époque où le redoublement était fréquent, il y en a beaucoup qui m'ont dit, notamment le redoublement à l'école primaire, ça ne sert à rien. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il y ait des cas exceptionnels où oui, ça a servi à quelque chose, un redoublement en première S pour aller en terminale C. Donc voilà, je pense qu'on ne devrait pas exclure totalement le redoublement. À mon avis, il peut avoir un intérêt, mais il ne faut pas en faire une politique systématique parce qu'en soi, ça ne guérit pas. Voilà, si l'enfant n'est pas accompagné particulièrement, c'est pas simplement en le maintenant dans la même classe que les choses vont s'arranger. Il ne faut pas en faire une solution magique, à mon avis. Également, moi, j'ai une divergence avec Aude, parce que là, Aude, vous regardez un point de vue individuel.
L'avantage du redoublement, c'est que ça fait, au niveau systémique, les gamins n'ont pas envie de redoubler. Donc en fait, si vous mettez des redoublements, parce que c'est très désagréable de redoubler, de perdre Ouais, je sais les pas. copains. Enfin, je suis pas Ouais, moi, sûre je parce que pense qu'au moi niveau j'ai été. systémique, Oui, il n'y a pas de ça discipline, dépend parce que si qui. on ne fait pas de Oui, redoublement, en fait, on va se retrouver avec des gamins qui prennent et qui sont dans des cours où ils n'ont plus le niveau. Et pour eux, c'est pas bon et mais ça gâche le truc. Moi, mon frère, par exemple, a redoublé 2 fois. Ben, il a fait un bac+5 et il a réussi sa vie professionnelle. À un moment, il n'avait pas envie de bosser, il a redoublé, ça lui a permis de monter dans les classes. C'est sûr que c'est mauvais, hein, il ne faut pas. Mais en même temps, c'est fondamental le niveau systémique, qui est redoublement possible si l'élève n'est pas au niveau. De toute façon, sinon, que fait-il à l'école? En fait, s'il n'a pas les bases pour l'année d'après, il ne pourra pas monter. Puis l'autre chose qu'on avait dit, c'est que c'est quand même les collèges des enseignants, surtout, qui décident du redoublement. Ça, oui. c'est fondamental. Et ça, c'est Ouais. pas les parents. Là, Au alors, collège des j'avais dit à condition que les enseignants soient au niveau, etc. Voilà. Oui, bien sûr. Non, J'avais mais été très claire. Moi, si c'est pour que à l'école d'aujourd'hui, on décide du redoublement de mes enfants, c'est non. Parce que pour l'instant, l'école, les enseignants ne sont pas suffisamment bons voilà, non, mais c'est pour dans la logique décider où on de. change tout, Aude, hein. Oui, C'est oui, oui, dans- dans la logique où on change tout. Oui. Oui, oui, parce que moi, quand je vois un certain nombre de mes élèves qui n'ont pas du tout le niveau, c'est problématique parce que tous ceux justement, tous ceux qui ont le niveau sont obligés d'attendre ceux qui ne comprennent pas les bases. Donc, mais c'est vrai qu'avec le recul, les rares élèves que j'ai vus redoubler se comportaient de la même manière la deuxième année, en fait. Parce qu'un élève qui n'a rien fait, mais parce que peut-être que le redoublement au collège, c'est déjà presque trop tard, sauf peut-être des élèves qui ont eu des soucis de santé, hein, qui ont raté un an pour Voilà. vraiment des cas de santé. Mm. Mais c'est vrai qu'un élève qui n'a rien fait pendant une année, eh bien, l'année suivante, il aura pris du retard, donc il faudra qu'il se remette à niveau. Donc, de toute façon, pour moi, tout se joue à l'école élémentaire. Il faut, d'où l'importance de remettre les fondamentaux à l'honneur pour que les élèves puissent arriver en sixième avec les bases, en fait. Tout à fait. On avait une autre question, c'est une question de Anne Cerise pour la question du téléphone. Alors, c'est là où on voit les problèmes systémiques, en fait, où tout doit être changé. Parce que si on regarde au bout du capot, ça ne marche pas. Elle nous dit, c'est pas possible aujourd'hui pour les téléphones, elle n'a pas tort, de demander aux élèves de les laisser dans leur sac parce qu'après, les gamins, dans plein de collèges, font des jets de sac. Et donc, les téléphones sont cassés. Et donc, les gamins veulent les garder sur eux parce que s'ils les laissent dans leur sac, c'est cassé. C'est tout à fait possible. Ça doit être une maman qui a vécu ça. Mais si vous remettez la discipline, à ce moment-là, vous pouvez mettre les téléphones dans les sacs. Et donc, le tout, et c'est une cohérence globale de la chose. En fait. Oui, puis dans ce cas-là, ne pas prendre. Oui, non, mais et puis ne pas prendre de téléphone du tout. Hein. Nous, moi, quand j'étais élève, je n'avais pas de téléphone portable. Hein. Mes parents savaient où j'étais. J'étais au collège et donc on peut envisager. C'est ce on avait évoqué ça dans la commission. Un téléphone justement qui puisse permettre aux élèves de joindre leurs parents en cas de besoin et supprimer totalement les téléphones, en tout cas au collège déjà pour commencer. Ça c'est pas une aberration totale. Hein. On peut aussi envisager ça. Hein. À partir du moment où on est pour le méchant réactionnaire. Bon, mais à partir du moment où tout le monde est d'accord sur le fait que le téléphone n'est pas favorable à l'apprentissage, à un moment, il faut prendre des décisions. Oui, je crois qu'il y a des études qui ont montré que le seul fait d'avoir son téléphone posé éteint sur sa table, eh bien, va déconcentrer l'élève ou l'étudiant. Et je suis convaincue que c'est la même chose si on sent son téléphone dans sa poche. C'est-à-dire le seul fait de voir ou de sentir le téléphone, l'avantage du sac, c'est qu'on l'oublie. Donc effectivement, il faut parvenir à ce que le téléphone soit dans le sac ou qu'il n'y ait pas de téléphone du tout. Ça suppose, à mon avis, quelque chose de plus vaste que le téléphone dans l'établissement. Ça suppose des cabines téléphoniques dans la rue. Voilà, il faut remettre des cabines téléphoniques pour que nos jeunes puissent nous joindre.
Voilà, je vois Philippe qui s'amuse parce qu'on en a parlé tous les deux. Mais oui, parce qu'effectivement, quand vous avez un jeune sans téléphone, eh bien, aujourd'hui, il ne peut plus aller dans une cabine et il ne peut, à partir d'un certain âge, il ne peut plus demander à quelqu'un dans la rue de lui prêter son téléphone. Les gens ne veulent plus. Ils les acceptent avec des petits, mais avec des adolescents à partir de 15-16 ans, ce n'est plus possible. Et en plus, on fait Il y travailler a la aussi le mémoire parce petit qu'il faut téléphone. retenir le C'est-à-dire numéro. que si les parents donnent des petits téléphones qui ne sont pas des smartphones, juste à des téléphones à touche, Oui, moi, tout c'est ce à que je fait. faisais avec mes enfants, c'est pas un sujet, quoi. C'est pas une Voilà, problématique. exactement. La problématique, Parce c'est les smartphones. qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a le problème de la triche aussi, hein. Les élèves qui gardent leur Oui, téléphone moi, j'en ai surpris, hein. J'en ai surpris qui avaient énormément. posé le téléphone sur leur genou pour chercher des réponses, hein. Donc, et puis encore une fois, moi j'ai même des élèves qui m'ont dit, Madame, je n'arrive pas à lire parce que j'ai mon téléphone à côté de moi et sans arrêt, eh bien j'ai des notifications. Donc, je conseille aux élèves éteindre le téléphone. Et puis, au-delà de ça, c'est de faire en sorte que le téléphone soit dans une autre pièce. Ils sont vraiment drogués au téléphone. Ils n'arrivent pas à s'en détacher. Donc, justement, si on parle de sevrage, s'il y a bien un endroit où ils pourraient être sevrés de leur téléphone, c'est bien dans les établissements scolaires. C'est pour leur bien, en fait. Tout à fait. Le numérique est vraiment un problème, hein. J'ai plusieurs enseignants qui m'ont dit qu'à l'université, je ne sais pas si Aude Denisot va nous dire la même chose, ils avaient eu des problèmes parce que les élèves amènent leur ordinateur, ils ne veulent plus noter sur papier, ils veulent noter sur ordinateur. Sauf que le problème, c'est qu'il y en avait beaucoup, on ne savait pas ce qu'ils faisaient. Est-ce qu'ils faisaient des jeux vidéo? Il y en avait qui le faisaient, qui achetaient des choses sur Amazon ou qui répondaient à leurs mails. Et en fait, on voit que le numérique est un ennemi total de la concentration de l'école et de l'enseignement. Donc, alors que ça n'apporte pas Oui, grand-chose. donc je confirme, c'est ce qui se passe dans les amphithéâtres, enfin pas dans le mien puisque j'interdis les ordinateurs, mais surtout il y a un énorme problème, c'est que c'est très égoïste parce que l'étudiant qui va regarder un film, faire ses courses, etc., les personnes qui sont derrière lui, elles vont être perturbées par ce qu'il y a sur l'écran de devant. Donc, pour tous les étudiants qui sont derrière, eh bien, c'est une source de distraction. Donc, il y a quelque chose de profondément égoïste dans cette attitude qui consiste à se dire, bah, moi, j'écoute pas ce que dit le prof, je fais autre chose. Donc là aussi, hein, il faut bien sûr à l'université réussir à inverser la tendance. Il y a une espèce de rite, les parents nous le disent, hein, leurs enfants entrent à l'université et donc on leur achète un ordinateur portable. Voilà, c'est comme le téléphone portable en 6e, il y a l'ordinateur portable à l'université. Enfin maintenant, cela dit, comme les régions en offrent avant, c'est peut-être un peu dépassé. En tout cas, tout ça devrait être supprimé parce que on a montré que ça nuisait aux apprentissages. Donc ça n'a aucun sens. On à a l'empathie l'impression aussi. qu'on fabrique l'échec scolaire depuis l'école maternelle jusqu'à l'université, que tout est fait pour que les choses se déroulent mal. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui sont convaincues que c'est voulu tout ça. Le niveau, les programmes, la pédagogie, c'est voulu pour que le niveau reste faible, que les jeunes ne progressent pas, qu'il n'y ait aucune ascension sociale, etc. On fabrique des consommateurs. Et des travailleurs serviles et obéissants, qui ne Exactement. réfléchissent pas et qui sont habitués à être dans leur bulle et à ne pas se syndiquer surtout. Dans leur bulle, oui, plus d'échanges, problème d'empathie, mais jeunes comme moins jeunes, hein, vous allez dans les cinémas aujourd'hui, combien sont incapables de suivre un film qui va durer 2 heures. On voit les lumières des téléphones qui s'allument, donc c'est problématique. Plus d'échanges aussi dans les transports en commun. Chacun est rivé sur son téléphone.
Donc, Mais j'ai les demandé. adultes ne montrent pas l'exemple. Moi, Non, j'ai non, eu pas du un tout. problème avec une personne âgée, à peu près 75 ans, à un concert dans une église qui regardait WhatsApp en permanence. Et donc, je me suis fâchée parce que justement, elle était devant moi et elle me distrayait, mes enfants et moi. Et elle avait 75 ans. Donc, il faut aussi que nous, les adultes, nous montrions l'exemple. Malheureusement, c'est pas du tout un truc de jeune, l'addiction au téléphone. Donc, je crois aussi qu'il faut cesser de dire, ah, les jeunes, ils sont sur leur téléphone. Non, non, les vieux aussi. Et c'est un vrai problème. Tout à fait. Ben, je pense que ce sera probablement le mot de la fin. D'abord parce qu'effectivement, on atteint le seuil de capacité que les gens ont à ne pas utiliser leur téléphone. Il va falloir effectivement les laisser reprendre leur téléphone, mais effectivement redonner la capacité de concentration et être capable de réfléchir par soi-même et non pas de demander à Google la réponse. On aura fait un grand pas. Philippe, le mot de la fin peut-être? Ouais, mot de la fin, en fait, l'école n'accomplit plus sa mission et il faut que tout changer pour qu'elle accomplisse sa mission. Former des citoyens instruits, c'est fondamental. Sinon, on va finir la démocratie complètement, on va finir en tyrannie. Et aussi des adultes aptes à entrer dans la vie professionnelle. Donc, c'est fondamental. C'est le programme qu'on mettra demain. Donc, on va mettre un programme structuré demain sur les réseaux sociaux, bien présenté, comme on le fait pour tous les groupes de travail que l'on a fait au mouvement politique citoyen. Voilà, et je n'ai plus qu'à dire aux gens, aidez-nous, adhérez. Ça coûte que 5 € l'adhésion minimale, mais on a besoin de vous pour peser, on a besoin de vous pour grandir et pour faire une action politique commune. On est en train de vous préparer un projet pour la France qui tient la route. Effectivement, il y a beaucoup de choses à changer, mais il ne faut pas se laisser déprimer. Il faut y aller collectivement parce qu'individuellement, cette situation est juste insupportable. Eh bien, merci. Merci à tous et excellente soirée.